Bienvenue. Brevet Métropole 2025, sujet 1. Exercice 1. On dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées 7, 10, 12, 15, 24 et 30 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22 et 25. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc déjà, ici, il faut savoir ce que ça signifie un nombre pair. Un nombre pair est un nombre dont le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il y a, donc on peut l'écrire, il y a 4 nombres pairs sur un total de 6 nombres. Donc la probabilité est 2. Donc la probabilité, sous-entendu la probabilité demandée, la probabilité, vous pouvez faire une phrase réponse meilleure que la mienne, est de 4 sur 6, qu'on peut simplifier, parce que 4 et 6 sont dans la même table, sont dans la table de 2, donc 4 c'est 2 fois 2, tandis que 6 c'est 2 fois 3, je supprime le facteur commun et ça me donne 2 tiers, parce qu'on peut vous poser comme question, pourquoi c'est 2 tiers? Parce que 4 sixièmes c'est égal à 2 tiers. On poursuit, on nous dit, on tire une boule dans l'urne B et justifie que la probabilité d'obtenir un nombre premier est 1 tiers. Donc dans l'urne B, on va regarder combien y a-t-il de nombres premiers. Donc les nombres premiers sont des nombres qui admettent exactement 2 diviseurs, 1 et eux-mêmes. Soit on connaît la liste, soit on peut directement raisonner sur ce qu'on nous présente. Donc là, sur les 9, 2 il est premier, 5 il est premier, 6 n'est pas premier, il est dans la table de 3, 8 est dans la table de 4, il n'est pas premier, 17 est premier, 18 n'est pas premier, il est dans la table de 6 notamment, 21 est dans la table de 3, 22 il est pair, il n'y a que 2 qui est pair et premier, donc 22 n'est pas un nombre premier, et 25 est dans la table de 5, donc j'en ai 3. J'ai 3 nombres premiers sur un total de 9 nombres. Ainsi, je pourrais dire, pour la même raison, donc il y a 3 nombres premiers, il y a 3 nombres premiers, sur un total de 9 nombres. Donc la probabilité est de, donc la probabilité, là on sera amené à faire la simplification, donc la probabilité est de 3 sur 9, sauf que là on nous demande montrer que c'est un tiers. Pourquoi 3 sur 9 c'est un tiers? Parce que 3 c'est 3 fois 1, tandis que 9 c'est 3 fois 3. Je supprime le facteur commun, à savoir 3, et ça me donne un tiers. Quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Donc un multiple de 6 est un nombre qui est dans la table de multiplication de 6. Je donne une définition assez simple et intuitive. Voyons voir, on va faire une petite comptabilité. Là, il n'y a pas de probabilité, mais plutôt on compte. Dans l'urne A, il y a combien de multiples de 6? Donc 7 n'est pas dans la table de 6, 10 non plus, 12 ça l'est, donc voilà 1. 15 n'est pas dans la table de 6, 24 est dans la table de 6, 6 fois 4, 24, et enfin 30 aussi. Donc il y en a 3. Pour éviter de faire une longue phrase, il y en a 3. Et dans l'urne B, je vais comptabiliser pareil. Combien de nombres sont dans la table de 6? Des multiples de 6 donc. Il y en a, voyons voir, non, non, oui, non, non, oui, 6 fois 3, 18, non, non et non. Donc il y en a 2. On n'oublie pas la phrase réponse, parce que le but c'est pas de dire il y en a combien dans chacune, mais quelle urne en contient le plus grand nombre, c'est l'urne
Pas la peine d'écrire car 3 est supérieur à 2. On tire une boule au hasard dans l'une des deux urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal, supérieur, ça signifie plus grand, ou égal à 20, on nous dit montrer que c'est la même quelle que soit l'urne. Pour l'urne A, on va calculer la probabilité. Donc dans l'urne A, quelle est la probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 20? Il y a le 24 qui est plus grand que 20, et il y a le 30 qui est plus grand que 20. Donc dans l'urne A, c'est 2 sur 6. Et on réitère notre procédé de simplification de fraction. 2, c'est 2 fois 1, tandis que 6, c'est 2 fois 3. J'élimine le facteur commun. Donc dans l'urne A, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est de 1 tiers. Dans l'urne B, on va regarder ensemble. Dans l'urne B, je vous répète qu'il y a 9 boules dans l'urne B. Combien de nombres sont plus grands que 20? 1, 2 et 3. Donc il y en a 3 sur un total de 9. On réitère. Ça me fait 3 fois 1 pour le 3. 3 fois 3 pour le 9. J'élimine le facteur commun pour obtenir 1 tiers. Et effectivement, on trouve la même probabilité. Il s'agit, en effet, parce qu'on nous l'avait déjà affirmé dans l'énoncé, de la même probabilité, et je pense que vous saurez rédiger mieux que moi, mais j'aime pas en faire des tonnes, de la même probabilité. Dernière question de l'énoncé. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale? Donc je vais rajouter une boule numérotée 50, ici, et là. Mais si je rajoute une nouvelle boule, ça signifie que dans l'urne A, il n'y en a pas 6, mais 7 désormais. Et si je rajoute, pareil, une boule dans l'urne B, il n'y en a pas 9, mais 10. Ainsi, dans l'urne A, quelle sera la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20? 1, 2 et 3. La probabilité sera de 3 septièmes. Et dans l'urne B, la probabilité sera de, voyons voir, 1, 2, 3 et 4. De 4 dixièmes. Il faut bien avoir en tête que puisqu'on a rajouté une boule, il y a 10 boules désormais dans l'urne B. Et il s'agira ici de comparer ces deux probabilités. On va utiliser la calculatrice. Ainsi, on va regarder 3 sur 7, ça me donne quoi? 3 sur 7, en format décimal, c'est environ 0,42. 3 sur 7, c'est environ 0,42. Et 4 sur 10, pas besoin de la calculatrice, c'est 0,4 ou 0,40. On a 3 septièmes qui est supérieur à 4 dixièmes. Donc, est-ce que la probabilité est la même, quelle que soit l'urne? Non. On a plus de chances. On a plus de chances dans l'urne A. Et cela clôture notre exercice. On passe à l'exercice 2. Cette année, les professeurs de PS proposent aux élèves un aquathlon, course à pied et natation. Partie A, la course à pied. Le parcours de la course à pied est représenté par le dessin ci-dessous. Le dessin n'est pas à l'échelle. Le parcours est représenté par ACDEB. ACDEB, c'est ce qui n'est pas en pointillé en gros. Et on nous dit, donc les points A, C, B sont alignés, les points A, D sont alignés, on nous donne des informations qui sont déjà présentes dans le dessin. Justifier que AD égale 200 mètres. Donc déjà AD, je vais l'identifier dans mon dessin. AD, le voici. AD, c'est cette longueur-là. AD, c'est cette longueur-là. Et on voit clairement que pour trouver AD, il suffit de prendre AE entier et lui retirer DE. Donc pour le justifier, ça sera assez simple. AD, que je cherche, égale à AE
auquel je retire DE. J'obtiens alors 250 moins 50, qui me donne bien 200 mètres. Calculer la longueur CD. Donc CD, donc là, je viens de dire que AD, c'était 200 mètres. Je vais reprendre le dessin tel quel. Et on voit bien qu'on se situe dans le cadre d'un triangle rectangle, le triangle ADC. Je le représente sur ma copie. Donc là, je vais le représenter. Voilà, il n'est pas du tout à l'échelle de toute façon. Il est rectanglant A, ce triangle. Donc ADC, ACD, comme vous voulez. J'ai ici 200 mètres. Là, l'hypoténuse, c'est ce que je cherche, point d'interrogation. Et AC, c'est 480 mètres. Je vais utiliser le théorème de Pythagore. Donc le triangle, je précise quand même à mon correcteur que le triangle ADC est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore. Donc là, puisque je cherche l'hypoténuse, j'ai le réflexe de me dire que ce sera une addition. D'après le théorème de Pythagore, deux points, DC que je cherche, donc ou CD, on peut l'appeler CD, donc CD au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça me donne donc AC au carré plus AD au carré. CD au carré égale ainsi à 480 au carré plus 200 au carré. CD au carré égale, je tape sur ma calculatrice 480 au carré plus 200 au carré directement. 480 au carré plus 200 au carré. J'obtiens 270 400. 270 400. Et puisque CD est une longueur, on retiendra que la valeur positive. Donc CD égale à la racine de 270 400. Et j'obtiens donc racine de 270 400 qui est égale à 520. Égale 520, j'oublie pas l'unité, 520 mètres. Et voilà, je peux déjà compléter le dessin. Donc là, DC que voici, je viens de le trouver. Donc DC, c'est 520 mètres. Ici, c'est 200 mètres, bien entendu. Et je poursuis mon parcours avec ces nouvelles informations. On me dit, pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles. Donc déjà, on va essayer de voir de quoi on parle. CD et BE, CD, la voici. Voilà, c'est celle que j'ai trouvée, c'est 520. Et BE sont parallèles. Donc déjà, quand on nous parle de parallélisme avec des triangles imbriqués, on pense au théorème de Thalès ou à sa réciproque. Et que la mesure de l'angle ACD soit supérieure à 20 degrés. Donc là, ça sera de la trigonométrie, mais on prendra les questions les unes après les autres. Est-ce que les droites CD et BE sont parallèles? Point d'interrogation. Donc, on va penser à la réciproque, parce que là, il s'agira de montrer si elles sont parallèles ou non. Je vois les triangles imbriqués. Qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, les conditions. J'ai bien que les droites, vous voyez la droite DE et BC, si je les prolonge, elles sont séquentes en A. Donc j'écris les droites DE
ou l'alignement dont parlait l'énoncé, moi je préfère quand même cette formulation de dire que les droites DE et BC, on peut dire que les points E, DA et B, CA sont alignés dans le même ordre, mais je préfère quand même cette histoire de séquente. Donc les droites DE et BC sont séquentes, elles se croisent, sont séquentes en A. Et là, j'ai deux temps de démonstration. D'une part, AD sur AE, je calcule AD sur AE. D'une part, AD sur AE égale à 200, donc pour AD sur AE, 250. On va regarder c'est combien. On peut le simplifier en... Ils sont tous les deux dans la table de 50. Là, c'est 50. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, mais vous pouvez le faire à la calculatrice. Donc là, c'est 50 fois 4. Là, c'est 50 fois 5. Je supprime le facteur commun. Ça me donne 4 cinquièmes, soit 0,8. D'autre part, je calcule le deuxième rapport. D'autre part, AC sur AB, AC sur AB égale, donc AC c'est 480. Et attention, AB, pour trouver AB, c'est AC entier plus CB. Donc c'est 480 plus 120. Donc n'oubliez pas, hein, 480 plus 120. Donc 480 sur 600. Et donc là, vous avez que 480, c'est 120 fois 4, alors que 160, c'est 120 fois 5. Vous pouvez taper directement à la calculatrice si vous n'êtes pas à l'aise avec des fractions, avec des nombres entre guillemets grands, trop grands. Ça me donne 4 cinquièmes et ça me redonne 0,8. Et là, qu'est-ce que j'ai? On a AD, donc les rapports sont égaux, AD sur AE qui est égal à AC sur AB. Donc, d'après la réciproque, on l'utilise pas tant que ça, mais quand ça tombe, il faut être prêt. Du théorème, donc d'après la réciproque, du théorème de Thalès, les droites CD et BE sont parallèles. On enchaîne. La mesure de l'angle ACD est-elle supérieure à 20 degrés? Le parcours est-il validé? Bon, on parle de l'angle ACD. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma figure initiale ici, par exemple. Celle-là. Toutes les infos sans le gribouillage induit par la réciproque de Thalès. On me demande si le parcours est validé. On verra de nouveau ce à quoi ça renvoie. D'abord, on va se focaliser sur la question de l'angle. L'angle ACD. Il est là, l'angle ACD. Je représente de nouveau mon triangle rectangle, triangle ACD, question de trigonométrie. A, C, D, un triangle rectangle en A. Ici, c'est 200 mètres. Là, c'est 520 mètres. Et enfin, AC, c'est 480 mètres. L'angle en question, je vais le mettre en vert. Il est là. Et là, vous me direz quelle formule vais-je utiliser. J'ai les trois côtés, donc j'ai le choix entre le sinus, donc SO, K
ou la tangente tau A. Sinus, cosinus ou tangente. Je vais utiliser le cosinus. Vous me direz pourquoi. Parce que c'est une notion qui est vue dès la classe de 4e. Donc le cosinus nécessite le côté adjacent à l'angle, comme A, et l'hypoténuse. Par rapport à mon angle, quel est le côté adjacent? Le côté adjacent, c'est celui qui me touche et qui n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est AC. Donc là, 480, c'est l'adjacent. Et bien sûr, l'hypoténuse côté qui est face à l'angle droit, il est là. C'est DC, hypoténuse. Donc c'est un triangle rectangle. J'écrirai donc cosinus de l'angle ACD égale à l'adjacent sur l'hypoténuse, comme l'indique la formule, K, adjacent sur hypoténuse. Donc l'adjacent, c'est 480 sur l'hypoténuse 520. Donc ACD, l'angle mesure, arcos ou cos moins 1, ça dépend de votre calculatrice, arcos de 480 sur 520. On regarde à l'aide de notre calculatrice. Donc cos moins 1 ou arcos, seconde cos moins 1, c'est cos moins 1 et non pas cos tout court, de 480 sur 520 pour obtenir environ, au degré près, par défaut, environ 22 degrés. 22,6, j'indiquerai de mon côté par défaut, donc environ 22 degrés. Environ 22 degrés. Et on me demande est-ce que le parcours est validé? Eh bien, quelle était la condition? Première condition, que les droites soient parallèles. On vient de montrer à travers la réciproque de Thalès que les droites étaient parallèles. Donc première condition validée. Et que la mesure de l'angle ACD soit supérieure à 20. Elle est bien supérieure à 20. Donc, les deux conditions sont validées. Donc pour la question C, on indiquera notre correcteur. D'après les questions donc c'était 3A et 3B, il me semble. 3A et 3B. D'après les questions 3A et 3B, le parcours est validé, parce qu'il vérifie les deux conditions. Le parcours, je ne vais pas réécrire ce que j'ai déjà écrit. Partie B, la natation. Concernant l'épreuve de natation, il s'agit de nager une distance de 200 mètres. Voici les temps des 9 élèves. Quel est le temps médian? Donc pour pouvoir déterminer le temps médian, je vais d'abord classer dans l'ordre croissant. Quelle est la plus petite, le plus petit temps, si vous me permettez de parler ainsi? C'est 5 minutes et 30 secondes. Il me semble que c'est déjà dans l'ordre. Bon, déjà, je suis content, c'est déjà dans l'ordre croissant. Donc, il y a 9 valeurs. La valeur du milieu... Donc, je vous donne la technique. Vous avez 9 valeurs. Donc, ils sont déjà dans l'ordre croissant. Ils sont sympas parce que des fois, c'est pas dans l'ordre croissant. Il y a 9 valeurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 9 divisé par 2, ça me donne 4,5. Et donc, ça sera... La médiane sera la 5e valeur. Vous pouvez les écrire dans l'ordre et vous verrez que ça va vous sauter aux yeux. Donc, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur. Et cinquième valeur, c'est 6 minutes. Donc, c'est la médiane, c'est la 5e valeur. Donc, la médiane, ou le temps médian, la médiane égale 6 minutes. Vous me direz pourquoi, on peut quand même justifier. Il y a combien de valeurs inférieures à 6? Regardez. Vous en avez 4. Et combien de valeurs au-dessus de 6? 1, 2, 3 et 4. Donc c'est bien cohérent.
Un poisson rouge nage à la vitesse de 5 km/h. Nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? L'élève le plus rapide, il met 5 minutes et 30 secondes. Donc, l'élève le plus rapide met 5 minutes 30 secondes pour nager pour une distance de 200 mètres. Donc là, il met 5 minutes et 5 minutes 30 secondes pour 200 mètres. Et là, il s'agira de comparer ces 5 minutes et 30 secondes pour 200 mètres à 5 km/h. Plusieurs techniques ici. Ça dépend des préférences de chacun pour y arriver. Ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais tout mettre en secondes et on va comparer, si ça vous va. On va tout mettre en mètres par seconde pour voir ce que ça donne. Le poisson rouge, je vais comparer les deux. Je vais prendre le poisson rouge. Comme ça, vous allez bien voir ce vers quoi je tends. Je vais convertir tout ça en mètres par seconde. D'abord le poisson rouge. Donc le poisson. Voilà. Et l'élève le plus rapide. Et l'élève, sous-entendu, l'élève le plus rapide. Le poisson, on me dit, il fait 5 km en 1 heure. Sauf que 5 km, c'est 5000 mètres. Donc il met 5000 mètres, il fait 5000 mètres en 1 heure. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc je vais taper 5000 divisé par 3600 pour voir il fait combien de mètres en 1 seconde. 5000, je vous mets la fraction quand même pour pas qu'on se perde. Il met 5000, il fait 5000 mètres en 3600 secondes, ce qui me donne, je vais mettre le format décimal, environ 1,38 mètres par seconde. Donc environ 1,38 mètres par seconde. Pour l'élève, déjà 5 minutes et 30 secondes, on va le convertir en secondes. 5 minutes, c'est égal à 5 fois 60 secondes, c'est-à-dire 300 secondes. Et si je rajoute les 30 secondes en plus, ça fait 330 secondes. Donc l'élève, lui, il va faire 200 mètres. Sa vitesse, hein, ici c'est V égale vitesse, donc vitesse égale. Il va faire 200 mètres en, non pas 300 secondes, parce que 300, ça renvoie qu'aux 5 minutes, mais 5 minutes et 30 secondes, donc 330 secondes. En 330 secondes, ce qui me donne environ, donc 200 divisé par 330, j'obtiens, donc format décimal, bien sûr ça sera inférieur, mais on le tape quand même, environ 0 sera inférieur au poisson, donc 0,60 mètres par seconde, et qui est le plus rapide? Lui, il fait 1 mètre en 1 seconde, lui, il fait même pas 1 mètre en 1 seconde, donc nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Non, le poisson est plus rapide. Non, le poisson est plus rapide. Donc pensez à ces conversions-là, c'est vraiment élémentaire. On passe à l'exercice 3. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples, QCM. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopiez sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse exacte et non pas la réponse en tant que telle. Question 1. Le prix de 3 melons est 8,40 €. Combien coûte 5 melons? Question de proportionnalité, on l'aura reconnu. Notion
la proportionnalité étudiée dès le cycle 3 qui s'étend sur l'ensemble du cycle 4. Donc on va faire un petit tableau pour comprendre la situation. On va considérer que c'est proportionnel, qu'il n'y a pas de promotion ou autre, puisqu'on pourrait avoir 3 melons, pour 3 melons achetés, 2 offertes. Mais nous, on part du principe que c'est proportionnel. Donc on va voir ce que ça donne. On construit notre petit tableau sur notre brouillon, et non pas sur notre copie, parce que du coup, il faudra juste indiquer le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc là, j'ai nombre de melons, et ici, le prix en euros. On me dit que 3 melons, ça coûte 8,40 €. Combien coûte 5 melons? Donc là, j'ai mon X qui est là. Je vais faire le produit en croix. X égale, on est habitué avec le théorème de Thalès de toute façon, 5 fois 8,40 divisé par 3 pour obtenir mon X. 5 fois 8,40, le tout divisé par 3. J'utilise bien entendu la calculatrice. Donc je mets la fraction. 5 fois 8,40, le tout divisé par 3 pour obtenir 14. Et donc la bonne réponse, c'est 14 €. Et donc, question 1, 2 points, j'indique à mon correcteur, réponse C. Question 2, quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? Est-ce qu'il s'agit d'une symétrie centrale? Une symétrie centrale, c'est un demi-tour. Est-ce qu'en effectuant un demi-tour, je retrouve la figure, enfin, la figure 1 devient la figure 2. On va le vérifier. Donc un demi-tour, c'est 180 degrés. Je vais faire 180 degrés. Et vous voyez que si j'effectue un demi-tour, on va essayer de suivre le parcours là. Regardez, je vais aller jusqu'à 180. Et vous voyez clairement que je ne retombe pas sur la figure 2 qui est là. Donc la symétrie centrale, c'est non. Est-ce qu'il s'agit d'une rotation? Donc je vais faire de 0 degré à 180. Est-ce qu'à un moment je retrouve? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, dans les deux sens. Je retombe pas, j'arrive pas à placer la figure 2 où elle se trouve ici. Avec ce V ici et un espèce de crochet étrange là, à aucun moment. Donc rotation, c'est non. Une translation, c'est-à-dire un glissement, on va vérifier ça. Est-ce qu'avec un glissement, vous voyez, je fais glisser, voilà, le point L qui devient M. Je ne parle pas de vecteur pour l'instant, quoique en disant que j'en parle pas, j'en parle. Vous voyez qu'en faisant glisser la figure, quel que soit le glissement que je considère, à aucun moment elle se retourne. Donc c'est pas non plus une translation. S'agit-il donc d'une symétrie axiale? Je pense que oui. L'axe n'est pas apparent, mais ce doit être un axe comme celui-ci, on peut vérifier à l'aide de GeoGebra. Et bien c'est le cas. C'est-à-dire que si je plie par rapport à cette droite, cette figure se met sur celle-là, ou celle-ci se met sur celle-là. Donc il s'agit bien d'une symétrie axiale. Donc question 2. Réponse D. Passons à la suite. Un article coûte 350 €. Son prix augmente de 20%. Quel est son nouveau prix? Augmenter de 20%. C'est, où cela revient à, c'est multiplier par 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire multiplié par 1,2 ou 1,20, comme vous voulez. Alors on va mettre 1,20 pour ne pas s'embrouiller. Et donc mon prix de base était de 350. Donc je prends 350, je le multiplie par 1,20 et j'obtiens 350 multiplié par 1,20, donc une augmentation de 20%. Ça me donne 420. C'est la réponse A.
Question 3. C'est la A. Et j'enchaîne. Quel est l'aire du triangle ABC? Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, ou l'aire d'un triangle, c'est base, donc la formule je vous l'écris. L'aire d'un triangle, R d'un triangle, c'est base fois hauteur, divisé par 2. Et pour un triangle rectangle, bon là, le dessin ne nous aide pas tant que ça, mais en fait, c'est les deux côtés adjacents à l'angle droit. Donc choisissez ceux-là comme une base et le AB comme une hauteur. L'hypoténuse n'entre pas en considération. Donc ça me donne ici l'aire du triangle ABC, donc R de ABC. La base, j'ai choisi comme base BC, donc ça fait 4,5. Et la hauteur relativement à cette base AB, c'est-à-dire 6. Le tout divisé par 2. Et là, on n'a pas vraiment besoin de calculatrice. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et ça fait 4,5 fois 3. Et donc, ça me fait 9 plus 4,5. Ça me donne 13,5 cm². À savoir la réponse B. Donc, question 4. Question 4. Réponse B. Quelle est la forme développée et réduite de l'expression 2x plus 3 facteur de x moins 4? J'effectue une double distributivité. 2x plus 3 fois, par convention qu'il n'y a rien ici, c'est une multiplication, x moins 4. Donc ça me fait 2x fois x, 2x fois x. Je vous donne ma technique personnelle, donc puisqu'il n'y a rien ici, c'est que c'était un plus. Donc plus 2x fois, non pas 4, mais moins 4. 2x fois moins 4, plus 3 fois x, et plus 3 fois moins 4. « 2x fois x, c'est 2x au carré. Plus 2x fois moins 4, plus et moins, passez-moi l'expression, c'est moins. Donc 2 fois 4, ça fait 8, avec un x en facteur. Plus 3 fois x, donc plus 3x, et plus 3 fois moins 4, produit de nombres avec des signes différents, donc le résultat est négatif. Moins 12, je réduis. 2x au carré, il reste seul. Par contre, moins 8 plus 3, ça me donne moins 5, mais là en facteur, c'est x. Moins 12. Ah, j'ai pas répondu à la question. Donc, quelle est la bonne réponse par rapport à ce qu'on me proposait? C'est la réponse A. Donc, question 5. Réponse A. On enchaîne. Quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire? Donc, la base, c'est un rectangle. De côté 7 en longueur, 4 en largeur. L'aire d'une pyramide. R, pyramide. Et on remarquera qu'ici, lors de ce sujet, ils n'ont pas donné les formules. Elles ne sont pas tout le temps données. Donc la formule est la suivante, R de la base, et on m'a dit que elle a pour base un rectangle, fois la hauteur, divisé par 3. Je viens de dire que la base était un rectangle, donc l'aire d'un rectangle, on sait que c'est longueur fois largeur. Donc pour l'aire de la base, ça va être 7 fois 4. Donc 7 fois 4. Cela est multiplié par la hauteur. La hauteur, on me la donne aussi. C'est cette droite-là. Qui sera perpendiculaire à la base. Vous voyez là, c'est 12 cm. Donc, donc la hauteur, c'est fois 12. Et dans ma formule, j'ai divisé par 3. Donc 7 fois 4 fois 12 divisé par 3. Je ne me prends pas la tête, j'ai le droit à la calculatrice. 7 fois 4 fois 12, le tout
divisé par 3, j'obtiens 112. 112 cm3. 112 cm3. C'est la réponse B. Donc, question 6. Réponse B. Exercice 4. Au club Mathémagie, on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques. Plus ou moins mathématiques et plus ou moins magiques. Mathémagiques. Partie A, le programme de Zoé. Voici le programme de calcul de Zoé. Vérifiez que si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Voyons voir. On va tester avec 10 et on va voir si on obtient 20. Donc le nombre de départ, c'est 10. Derrière, on me demande de soustraire 4. Donc 10 moins 4, ça me donne 6. Je multiplie ce que j'ai obtenu précédemment par 2. 6 fois 2, j'obtiens 12. Et après, je rajoute 8. Ça me donne 12 plus 8 égale 20. Quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit moins 7 au nombre de départ? Donc, je réitère le procédé. J'ai moins 7 comme nombre de départ. Moins 7, je lui soustrais 4, donc moins 7 moins 4, il m'a pris 7, puis il m'a pris 4, donc il m'a pris 11, donc moins 11. Je multiplie par 2, moins 11 fois 2, j'obtiens moins 22. Et derrière, moins 22 plus 8, je suis au moins 22e étage, je remonte de 8, et je me retrouve au moins 14e étage. Zoé prétend que son programme est magique, car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. Donc là, on va choisir x comme nombre de départ, un nombre quelconque, soit x le nombre de départ. Donc x, c'est le nombre de départ. Je soustrais 4. Puisque je soustrais 4 et derrière je suis amené à multiplier, je vais mettre les parenthèses. Donc c'est x moins 4. Tout simplement, on n'écrit pas moins 4x ou autre. C'est x moins 4. Derrière, je multiplie par 2. Ça me donne donc 2 fois x moins 4. Je suis toujours dans cette capsule-là. Donc je développe. 2 fois x, c'est 2x. Et 2 fois moins 4, c'est moins 8. Et ce 2x moins 8, je lui rajoute 8. Et j'obtiens 2x. Donc, quel que soit le nombre de départ, j'obtiens bien le double. Je choisis x, je tombe sur 2 fois x. Est-ce qu'elle a raison? Oui, Zoé a raison. Partie B, le programme de Fred. Fred décide de faire son programme de calcul sur Scratch. Démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat obtenu avec le programme de Fred est 20x plus 5. Donc, Fred, il choisit un nombre. Ce nombre qu'on appellera résultat, c'est, puis ce qu'on va appeler résultat, pardon, c'est la réponse qu'il a choisie, donc cette réponse, fois 4. Donc Fred, il va choisir x. Derrière, on me demande de faire ce qu'il a choisi, je le multiplie par 4. Donc c'est x fois 4. J'obtiens alors 4x. Donc résultat, c'est 4x. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rajoute 10. Donc ça devient ce 4x, je lui rajoute 10. Et puisque j'anticipe le fait que derrière je multiplie, je mets les parenthèses parce qu'on doit multiplier par 5 lors de la dernière étape. Et donc ce 4x plus 10, je le multiplie par 5. Je développe. 5 fois 4x, distributivité simple, plus 5 fois 10 pour obtenir ce qui était attendu, à savoir 20x plus 50. Ne soyez pas déstabilisés par un programme qui est écrit avec Scratch.
Donc c'est bien ce qui était attendu. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le résultat obtenu avec le programme de Fred est 20x plus 50. Donc je dois résoudre l'équation. Pour quelle valeur de x? 20x plus 50 va me donner, donc je cherche x, va me donner 75. C'est une équation. Ça me donne donc 20x égale, et passez-moi la vulgarité, mais le plus 50, je soustrais 50 des deux côtés, ça devient moins 50, ici, puisqu'ici il disparaît. Ça me donne donc que 20x est égal à 25. Je divise par 20 des deux côtés. Si vous voulez, ici, le 20, il multiplie, de l'autre côté, il va diviser. J'aime pas cette expression, mais je fais avec. 25 divisé par 20. Et là, je peux simplifier la fraction. Là, c'est 5 fois 5. Là, c'est 5 fois 4. Tac, tac. Et ça me donne 5 quarts. On doit choisir 5 quarts. Si vous vous amusez un petit peu, 5 divisé par 4. Combien de 4 dans 5? Une fois. Je soustrais 1, je descends un 0 derrière la virgule, j'introduis la virgule, ça me donne 2, 8, il me reste 2, je descends notre 0, et voilà. Si vous voulez l'écriture décimale, vous aurez pu le taper à la calculatrice, donc on doit choisir, mais je pense que 5 quarts sera largement accepté, ou 25 vingtièmes, on doit choisir 1,25. Constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme pour que ce soit le cas. Que veut Fred? Il veut que, quel que soit le x choisi, à la fin, j'obtiens à la fin 20x. Eh bien, quand on est arrivé à cette étape-là, on a dit que cette étape-là, c'est 20x plus 50. On est d'accord. Mais à la fin, nous, on veut obtenir juste 20x. Eh bien, tout simplement, c'est ici, pour cette case-là, ça va être résultat, c'est-à-dire l'étape d'avant. Résultat. Le résultat étant cette fois-ci 20x plus 50, moins quoi? Comment je peux passer de 20x plus 50 à 20x? Moins, ici, moins 50. En effet, c'est un peu tautologique. J'ai 20x plus 50. On me dit, que dois-je lui retirer pour obtenir 20x? Eh bien, tout simplement, je lui retire 50. 50 moins 50, ça va me donner le 20x. Donc, n'ayez pas peur de ces programmes en bloc qui relèvent presque du cycle 3. Exercice 5. Un garage propose 2 options au client. Option achat, prix d'achat de la voiture à 22 400 €, mais avec une assurance obligatoire à 75 € par mois. Et une option location, 425 € par mois, assurance comprise. L'objectif de cet exercice est de comparer ces 2 options. Montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300. On est tous d'accord que sur une année, il y a 12 mois. Donc je vais acheter la voiture. Donc pour l'option achat, elle est là. Je paye la voiture 22 400. Donc 22 400. Mais je rajoute à ces 22 400 € 12 fois, parce que c'est sur une année, c'est 12 mois, 75 €. Donc 12 fois. J'effectue le calcul à l'aide de ma calculatrice. 22 400 plus 12 fois 75 pour obtenir 23 300. On l'a vérifié, c'est effectivement le cas. Pour une année, voilà ce que ça me coûte. Après 36 mois, calculez l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment comparer
ce qui se passe après 36 mois. Donc après 36 mois, il y a deux options. Donc je vous les mets ici. Les options, elles sont là, sous nos yeux. Donc option achat, ça me coûte combien? Et option location, ça me coûte combien? Donc option achat. Parce que l'idée, c'est de comparer et surtout de donner l'économie réalisée. L'option achat, sur 36 mois, je paye la voiture 22 400, plus, là, j'ai 36 mois à payer 75 €. Donc plus 36 fois 75, j'obtiens une somme de donc 22 400 plus 36 fois 75, ça me revient à 25 100. Donc ça me revient à 25 100 €. Tandis que pour l'option location, c'est 425 € par mois. Donc je fais 425 fois le nombre de mois qui est 36. Et j'obtiens 425 fois 36, 15 300. 15 300 €. Et donc l'économie réalisée par le client, elle est de la différence entre l'achat, donc 25 100 moins, donc l'économie, économie égale, économie égale 25 100 moins 15 300. Je le pose. Non, je le tape. 25 100 moins 15 300. Une économie de 9 800 €. Afin de comparer les dépenses correspondant à ces options, le client a réalisé le tableau suivant à l'aide d'un tableur. Donc là, on va regarder un petit peu ce dont il est question. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B3? Première étape, on va identifier la cellule B3. Avant de nous lancer, on va l'identifier. Voyons voir. B3, donc le B, il est ici. 3, c'est là. Donc je dois m'interroger sur cette case-là. Ça concerne l'option location. J'ai dit que l'option location, c'est 425 € fois mois. Le nombre de mois. Le nombre de mois, j'ai mis mois, mais c'est entre guillemets tout ça. C'est mon brouillon. Donc B3 égale, c'est 425. Je mets le symbole de la multiplication du tableur, le nombre de mois. Mais le nombre de mois, ne mettez pas 12. Parce que derrière, on doit étendre la cellule. Qu'est-ce qui correspond à ce 12? C'est quelle cellule? C'est B1. Donc, c'est 425, étoile B1. Et c'est l'occasion de retravailler les tableurs. Parce qu'une fois que je vais étendre derrière ma cellule, ce qui va se passer, c'est qu'ici, par exemple, en C3, il va comprendre que c'est 425, non pas fois B1, mais fois C1. Ici, 425 fois D1. Parce que si vous mettez 12, il va vous mettre du 12 partout ici. Donc attention à bien avoir en tête de ne pas mettre le 12, mais à mettre la cellule correspondant au 12 en question. On souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. En note X, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture, la fonction G permettant de calculer la dépense correspondant à l'option location, c'est G de X égale 425X, 425 fois X. Déterminer l'expression de f de X permettant de calculer la dépense correspondant à l'option achat. Donc je vous remets ici l'option achat, et f de X est censé être l'expression algébrique de la fonction achat. Donc f de X égale, je paye déjà 22 400
Donc c'est 22 400, ça c'est fixé, plus 75 € par mois. Et X désigne ici, on nous le dit, la durée en mois. Donc 75 fois X, 75X si vous voulez être dans l'ordre, le mettre dans l'ordre, même si c'est pas du tout obligatoire. La fonction affine, 75X plus 22 400. Il faut surtout comprendre. Sur le graphique de la page suivante, on a tracé les courbes CF et CG des fonctions f et g. Par lecture graphique, déterminer à partir de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Donc, je répète. F, c'est l'option achat. F, c'est achat. Et G, c'est location. Donc, à quel moment le prix, donc la dépense en euros, elle sera inférieure pour l'option achat? Eh bien, on constate qu'à partir de ce moment-là, ici, vous voyez que la droite qui représente la fonction f est en dessous de la fonction g. Donc le prix est moins cher. C'est à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à descendre. On va descendre pour voir ça correspond à quelle durée. Hop, ici. Donc là, on comprend qu'on avance de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, 62 là. Et là, c'est 64 mois. Donc au bout de 64 mois, au bout de 64 mois, l'option achat est plus avantageuse. Sous réserve de ne pas avoir cassé la voiture. Quoique il y a l'assurance. Donc vous voyez bien que l'idée ici, c'est de savoir, si je dézoome un petit peu pour que vous puissiez comprendre, je veux savoir à quel moment le prix qui est là, la dépense en euros, j'aurai un prix inférieur pour la droite verte. Et bien c'est à partir de là que la droite verte a une dépense inférieure à la rouge. Vous voyez que la rouge, l'écart va devenir colossal à partir de 64 mois.